Alors, rebonjour avec un nouvel outil aujourd'hui, Jupyter Notebook. Alors, Jupyter Notebook, c'est un notebook, donc un outil qui va nous permettre de faire à la fois du code et du texte. Là, le texte, on l'écrit en Markdown ou en LaTeX aussi, ça passe. Et là, donc, on a une série de textes. Quand on la lance, ça exécute le texte, ça nous affiche ce qu'il devrait être. Et on a des cellules de code. Donc, pour lancer Jupyter Notebook, on se met dans le répertoire du projet sur lequel on veut travailler. On tape la commande Jupyter Notebook. Moi, par exemple, là, j'ai rajouté un environnement virtuel pour éviter que les modifications que j'effectue sur Python pour que Jupyter fonctionne correctement se répercute sur l'ensemble de mon fichier, de mon système. Voilà. Alors, donc quand on lance Jupyter Notebook, on arrive plutôt sur cette page là. Cette page contient les informations à la racine de votre projet. Donc là, on a le notebook. Là, par exemple, ici, j'ai le fichier qu'on a, les informations que je vais traiter pour entraîner mon modèle. Et ça, c'est le fichier qu'on a les informations pour tester mon modèle. Voilà. Et du moins après, l'envoyer sur Kaggle. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire de la classification pour un cas assez simple en machine learning, celui du Titanic. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de dire si oui ou non une personne a survécu au naufrage du Titanic. Okay. Donc à ce niveau là, on commence un peu les choses sérieuses. Là, déjà au départ j'avais l'idée de faire la vidéo en anglais, mais bon, donc les commentaires restent en anglais, mais il peut y en avoir 2-3 en français, mais bon, ça. Ok. Donc déjà les librairies, là on a Panda qui est nouveau, qui va nous permettre d'exploiter les informations contenues dans une table, un peu comme du SQL. MyPlotly pour l'affichage graphique, NumPy pour la manipulation des chiffres, et Torch pour tout ce qui sera définition de modèle, machine learning et tout. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence par télécharger les données. Parce que là, on a à peu près ce qui est contenu dans notre fichier train.csv. Là, ce qu'on a ici, c'est les colonnes. C'est ça que j'ai demandé d'afficher juste là. On a les colonnes, là on a le contenu de notre fichier CSV, donc c'est ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant avec Head, là par exemple ça va de 0 à 9 dans 10 éléments. Si je mets rien, ça me donne 5 éléments. Donc revenons à 10, parce que déjà à 10 on peut voir des trucs. Là ce qu'on a, c'est l'ID du passager, son numéro. Donc ça correspondra effectivement avec le numéro de la colonne en fait. Est-ce qu'il a survécu ou pas? Donc ça c'est ce qu'on cherche à prédire. Sa classe, son nom, son sexe, son âge. Là c'est par children, le nombre de parents ou d'enfants qu'il avait sur le bateau. Parents dont personne proche, personne de la famille. Là, ticket, le prix du ticket. Est-ce qu'il avait une cabine ou pas? Et s'il avait une cabine, le numéro de sa cabine. Et sa ville d'embarcation. Ici, déjà, ce que je veux faire, c'est déjà essayer de voir à quoi ressemble mon dataset. Donc, ce que je fais, c'est dataframe.describe.transpose. Là, j'aurai les informations numériques sur toutes les colonnes contenant exclusivement des nombres. Déjà, ce que j'ai, c'est passenger ID compte 891. Ça veut dire qu'il y a 891 passagers, ID de passagers. Déjà, c'est bon. Ceux qui ont survécu, donc j'ai l'information sur la suivi de 891 passagers. Ok. J'ai l'information sur la classe de 891 passagers, mais sur là, j'ai 714. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comparé au 891, il y a des notes et numbers, des trucs comme ça, qui sont rajoutés là, sur l'âge. Là, alors, là, j'ai 891. Après, j'ai différentes informations qui peuvent m'aider. La moyenne, l'écart type, le minimum,
le nombre qui représente 25%, 50%, 75%, le maximum. Et j'ai ça pour toutes les colonnes numériques. En fait, c'est surtout pour l'âge que ça me sera utile. Bon. Déjà, ce que je fais là, c'est j'explique le choix des colonnes les plus utiles. Ok, les colonnes les plus utiles. Donc, ce que je fais là, c'est quoi? Je sais que les colonnes qui me seront le plus utiles. Déjà, le Passenger ID, lui, il ne me sert à rien en fait. Il ne me sert à rien parce que il ne dépend pas, c'est juste comment le passager a été rentré dans la base. Et j'ai déjà une référence de sa colonne, donc ça me sert à rien. Survived, c'est ce que je cherche à prévoir, donc ça c'est une colonne utile. Sa classe. Je me dis, plus la classe d'un passager était élevée, plus il avait de chances de survie, puisqu'il était normalement proche des canaux. Donc c'est bon. Là, son nom, je sais pas s'il y a de l'information dedans. Bah, du moins pour l'instant, je ne l'ai pas exploité. Son sexe, je me dis avec à cette époque-là, la loi du femme et enfant d'abord s'appliquait forcément. Donc déjà, je me dis ça c'est une colonne le sexe, c'est une colonne qui me permet de différencier les chances de survie. Les femmes auront plus de chances de survie. Âge, pareil, les enfants auront plus de chances de survie. Ok. Alors, les parents children. Bon, est-ce que est-ce que tu avais des relatifs, des personnes de ta famille sur le bateau? Oui. Dans ce cas, j'estime que tu étais un peu plus riche. Bon, du moins, il faut dire qu'après, l'exploitation de données vient aussi du fait de comprendre d'où viennent ces données et comment elles sont utilisées. Donc ça, j'estime que tu étais riche. Puis le ticket, si tu en disposes d'un, pour l'instant, je n'ai pas exploité. Mais bon, j'estime que c'est pas très important, du moins pour atteindre 80% de réussite. Le prix de ton ticket, ça j'estime que c'est important parce que plus tu payes ton ticket, ça veut dire que tu as une cabine normalement. Et si tu payes pas cher, tu n'as pas de cabine. Donc déjà ça c'est important. Et la ville d'embarcation, je préfère aussi la mettre. Je sais pas vraiment si ça a de l'importance pour savoir si oui ou non t'as eu des morts ou pas lors du naufrage. Bon, ça c'est bon. Donc là, je vous ai fait le topo sur les informations contenues dans les colonnes numériques du data frame. Ce que je fais, c'est que j'essaie de changer le contenu de cabine. Je dis, si je remplace la colonne cabine par la colonne cabine, là où tous les notes et numbers, donc ça, NAN, ont été remplacés par des points d'interrogation. Ok. Donc là, j'ai un nouveau data frame que j'affiche. Ok. Là, maintenant, ce que je fais, c'est par exemple, je me dis, les cabines, ça représente les endroits où tu étais sur le pont. Donc, je récupère des cabines, genre la cabine C85, je la remplace juste par C, B par B, et tout ça. B12 par B. Là, par exemple, en affichant 10. Oh, désolé, j'ai oublié de lancer tour à tour le code. Et là, donc normalement, là, j'ai des gars qui étaient en E, des gars qui étaient en C. Donc, ok. Je me dis, ça devrait quand même largement suffire. Ok. Et là, le sexe. Donc, ça, c'est. Je veux voir des informations sur toutes les femmes. Pour voir un truc qui me sera utile après. Donc là, j'ai des informations sur toutes les femmes. Et ce que je voulais voir, c'est au niveau de l'âge. Là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des données manquantes. Le meilleur moyen de compléter des données manquantes, c'est pas sûr qu'il existe, en fait.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aura des approximations. Genre, par exemple, là, moi, je suppose que largement remplacer les données manquantes par l'âge moyen d'une femme, ça devrait pas me poser problème. Mais déjà, moi ça. Mais ce que je, oui, déjà remplacé par l'âge moyen d'une femme, oui. Mais en fait, il faut se dire que normalement, les personnes qui disposaient d'une cabine n'étaient pas des personnes en immigration pour les États-Unis. Donc, déjà, leur ticket coûtait plus cher. Normalement, je devrais aussi essayer de ressortir une moyenne de prix de ticket et essayer de voir peut-être les 75% de cette moyenne. Et si tu es dedans, je t'accorde un âge moyen différent du 27. Mais bon, pour l'instant, le 27, je garde. Je fais la même chose pour les garçons. Ok, je fixe l'âge, je regarde, j'observe l'âge. Ce que je fais là, c'est si tu es un garçon, je mets ton âge. Si tu es une femme, je mets ton âge à 27. Si tu es un garçon, je mets ton âge à 30. Voilà. Ok, donc 30 qui est... Ah, non. Bah, c'était 29. Bah ouais, je mets ton âge à 29. Ok. À 30. Ouais, à 30. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est... Ça, c'est ce que je cherche à avoir. Donc je retire ça. Je copie ça dans un objet qui va s'appeler YValue. Il faut savoir que YValue, là, tout d'un coup, c'est plus un data frame. Ce n'est non plus une colonne d'un data frame, c'est un series. Un autre type d'objet, qu'on a juste une liste d'objets. Là, bah, je retire la colonne survived vu que je l'ai mis dans YValue. Je retire l'ID du passager vu que j'estime qu'il ne sert à rien, son nom et son ticket. Donc, ce que je regarde pour voir si ça a été bien fait, parfait. Ce que je fais, male, femelle, je remplace du rang numérique, le fait d'être un homme ou une femme. Ok, je mets 0 ou 1. Et la ville d'embarquement, je la rends aussi numérique. Voilà. Là, pour rendre numérique, on aurait pu faire du one hot encoded. One hot encoded, ça voudrait dire que genre la ville S on lui accorde de 0, 0, 0, 0, 1. La ville ici on lui accorde de 0, 1, 0. La ville là on lui accorde du 1, 0, 0. Mais cela en différentes colonnes. Ce que j'ai choisi de ne pas faire. D'accord, voilà. Là maintenant je définis le dataset adéquat pour, du moins pour ce problème. Donc il va prendre des informations venant d'un array d'éléments, d'un tableau d'éléments et d'un tableau de labels. Et là, si train égale tour, je renvoie la quantité que j'ai décidé d'envoyer pour le train set. Si train égale false, je renvoie la quantité que j'ai décidé d'envoyer pour le test set. Okay. Donc ça, que vous pouvez vous référer à la dernière vidéo que j'ai faite pour comprendre comment ça marche. Mais c'est plutôt simple. Donc là, ce que je fais, je déclare train set test loader pour voir test set, test loader aussi, train samples. Donc je vois à quoi ressemble un élément qui sort. Je me rends compte que l'élément lui me contient 2, 4, 6, 8 colonnes. Alors, est-ce qu'il me restait 8 colonnes? 2, 4, 6 et 8. Donc il me restait 8 colonnes, c'est ok. Il faut comprendre que tout est numérique déjà par ça. Là, je déclare un modèle. Je vais faire un simple modèle qui va me prendre 8 éléments. Donc, le modèle a 8 neurones en entrée, 8 neurones sur la couche d'entrée, 8 neurones sur la couche que j'estime être la couche hidden, invisible, et 2 neurones sur la couche de sortie, indiquant oui ou non tu as survécu. Donc là, je crée un modèle, je mets l'erreur cross entropy loss, je mets l'optimiseur, le nombre d'époques,
Et là, bah, c'est des trucs pour tester, pour avoir une liste d'éléments contenant les train loss et test loss après chaque époque. Voilà. Donc là, ça c'est juste du code pour entraîner. Je mets le modèle en mode train. Et là, je mets en mode eval. Bah, déjà, ça, j'aurais pu aussi le mettre là pour éviter qu'il soit fait à chaque fois qu'on rentre dans la boucle. Et puis, ce que j'obtiens, c'est là. Et là, par exemple, ça c'est l'exemple de prédiction pour un lot de 64 données. Donc, l'erreur sur la prédiction quand ça vient du test loader. Là, on est à 66% d'erreur. Ah. Donc, il faut se dire quand même qu'on se trouve là. On peut avoir des pics vers le bas ou vers le haut. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est... Bon, là, le 66, c'est l'erreur commise groupée sur tout, sur toutes ces données. 66, normalement, il doit être divisé par la taille des données, en fait. Donc, 64. Donc, ce qui va faire pas beaucoup, 0, un truc. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer sur les courbes, c'est que bah, déjà, ça, en orange, la courbe du test loss, donc de l'erreur lors des tests, et en bleu, c'est la courbe du train loss. Déjà, on sait que la courbe du train loss doit toujours de la réussite. Non, c'est 1 moins loss, donc c'est plus c'est une courbe qui marque la réussite et non l'échec. En fait, on se rend compte que plus on augmente en nombre d'époques, donc là c'est en 200 et 1000, plus on augmente en nombre d'époques, plus l'erreur commise diminue. Et ça, elle diminue sur le train set. Ok. Maintenant, du côté du test set, déjà on remarque que l'erreur commise diminue, et puis là tout d'un coup, elle cesse de diminuer. Pire, vers la fin, on se rend compte que la courbe fait à peu près une légère cloche. On se rend compte qu'elle a diminué, mais après un moment, elle se met à augmenter. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. En fait, il y a un instant auquel le modèle commence à prendre des caractéristiques propres à des éléments d'entrée pour se baser sur ça et constituer lui-même ces éléments. Voilà. De sorte à avoir un taux de réussite quasi parfait sur le train set, mais tellement fité sur le train set qu'il oublie que après il y a un test de validation. Okay. Une technique pour éviter ça, c'est d'enregistrer le modèle à chaque étape, et quand le train set devient lourdement quand l'erreur sur le test set devient lourdement plus grande que l'erreur sur le train set, d'arrêter et de passer à autre chose. Voilà. Sinon, autre méthode encore, c'est de bien choisir les données. Voilà. Mais dans tous les cas, à un moment ou un autre, on a ce qu'on va appeler le surapprentissage. Ok. Là, je crois que c'est bon, c'est fini. Donc pour moi, mon modèle, il s'en sort avec une erreur sur le train set avec un taux de réussite de 89,5% sur le train set, on va dire, et de 89%, un peu moins de 89% sur le test set. Voilà. Tac.